Bien, alors comme ce matin nous allons faire une table ronde avec les intervenants de cet après-midi autour de la réalité virtuelle, de l'immersion et du sport électronique, donc est-ce que dans la salle il y a des personnes qui veulent poser des questions qu'ils n'ont pas pu poser tout à l'heure lors des présentations, et puis après on pourra discuter éventuellement d'autres thèmes. Donc on va commencer par Daniel. C'est fait pour ça. Hein. C'est familial. Et merci à tous pour les interventions. Moi, je trouve ça super intéressant. Je suis une culture lointaine, on va dire, du sport électronique. C'est pas du tout tout ça. Et donc c'était vachement intéressant. J'ai appris plein de choses. Alors j'avais des questions que je n'ai pas pu poser. Donc j'aurais vu pour le streamer, commentateur, François Salle. Voilà. J'ai une question tout bête sur le parcours professionnel. Je ne veux pas changer de carrière, mais je me dis comment devient-on finalement commentateur sportif dans le sport électronique? C'est une bonne question. Aujourd'hui, tu n'as pas forcément d'institution de formation ou n'importe. Je pense que si tu cherches un peu, il y a forcément des formations un peu adaptées, type radio, type commentateur sportif, ou ce genre de choses, peut-être plus adaptées au niveau télé ou quoi. Mais le mieux de toute façon, c'est vraiment de s'y mettre, de s'y mettre soi-même et de se lancer dans l'action en soi de commenter. Faut savoir que moi je suis moitié commentateur, moitié étudiant. Je suis pas non plus commentateur temps plein et je fais pas ça non plus uniquement du coup à 100% de ma vie. Mais par exemple moi la façon dont je me suis lancé dedans, c'est juste au début j'avais monté une association, j'avais organisé des tournois également. Il fallait un mec pour commenter genre les finales par exemple sur scène, au milieu d'événements avec tout un tas d'autres tournois ou quoi. Et moi je commentais les tournois de nos associations. Donc là j'avais commencé à commenter, puis après au fur et à mesure à performer, à jouer dans un jeu particulier ou dans une discipline particulière. J'ai été amené à aller à différents tournois. Donc ça date d'il y a très longtemps. À l'époque, on n'avait pas tout ce qui était stream, pas du tout ce qu'il y avait justement la notion de commentateur ou autre. Juste les gens venaient, ils venaient pour jouer, pour tripler avec leurs potes, pour passer un bon moment. Et petit à petit, du coup, justement, il y a eu la notion de il faut un commentateur, il faut quelqu'un au micro. Et comme du coup, j'avais déjà fait ça d'expérience, je me suis proposé, et de fil en aiguille, de fait, maintenant le micro revient assez régulièrement. Par contre, aujourd'hui, on a maintenant tout un tas de plateformes telles que Twitch ou YouTube ou ce genre de choses, où les gens peuvent d'eux-mêmes faire du commentaire et le partager à un maximum de personnes. J'ai pris l'exemple de Ken Bogard, qui est commentateur de jeux de combat, qui lui a commencé à l'époque sur eLive, où justement il récupérait des tournois japonais ou américains ou autres, et il les recommentait tout seul dans sa chambre, et il les partageait, et ça a réussi ça a amené du monde, ça a fait une espèce d'effet boule de neige en quelque sorte, où ça a fait grossir, et aujourd'hui il bosse comment ça s'appelle, à la JVTV, à la Webedia, merci, où il est toujours commentateur à côté, comme on disait tout à l'heure, et pour complément, il est aussi maintenant streamer en plus de ça, mais du coup il a pris sa place en tant que commentateur reconnu et commentateur vraiment, lui, professionnel, 100% professionnel commentateur. Je sais pas si ça a répondu sur ça. C'est la passion qui s'est transformée en un travail. C'est l'évolution. Je vois qu'il y a aussi une histoire de moment pour faire dans le parcours. Et alors du coup, j'avais une autre deuxième question générale, mais peut-être qui a été évoquée dans certaines présentations. Mais on sent qu'en filigrane de toute présentation, il y a sur le domaine du sport électronique, on passe du monde de l'amateurisme au monde professionnel, ou une professionnalisation, une structuration. Et je sais pas, personnellement, alors chacun de votre point de vue, de votre angle, qu'est-ce que ça vous inspire en termes d'opportunités, d'évolution, de crainte? Question super ouverte, mais du coup, qui je pense peut s'adresser à tout le monde. Le problème de la professionnalisation dans l'e-sport, en fait, c'est qu'il y a plein de métiers qui sont communs à beaucoup d'autres choses. Donc on parlait justement de formation, de carrière dans l'e-sport. À l'heure actuelle, si tu veux faire de la com dans l'e-sport, tu fais une formation com standard. Il y a quelques écoles qui ont commencé à arriver en mode e-sports academy par exemple, qui pop du côté de Limoges, je crois. Nantes, voilà. Mais il y a déjà des gros dramas, donc c'est parti en sucette en moins d'un an. Donc pour dire que c'est pas vraiment quelque chose de viable à l'heure actuelle. C'est pas comme des centres de formation sportive et tout ça, il y a vraiment des gens, des encadrants qui ont dû passer déjà. Enfin, l'e-sport c'est pas assez vieux pour que des gens leur apprennent comment ça marche, surtout que c'est un marché qui est énormément évolutif. Et du coup, c'est très très compliqué de savoir à l'instant T ce qui marche pas.
Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça, et du coup, c'est impossible d'apprendre à des gens comment ça fonctionne, il faut vivre dedans. Et je pense que ouais, le côté amateur, comme a dit François, c'est on vit de sa passion, et en fait, de fil en aiguille, on commence à rencontrer un réseau. L'e-sport, c'est pas une grande famille, mais pas loin. Au final, il y a beaucoup de gens qui se connaissent. C'est un tout petit village. Moi, voilà, je suis arrivé dedans avec le Mendom. J'ai rencontré le président de chez A très très rapidement, avec qui je travaille maintenant. J'ai rencontré les gens de gaming, j'ai rencontré les gens de chez Webedia, j'ai rencontré plein de monde. Et alors que, voilà, du coup, maintenant, c'est des gens avec qui j'échange assez souvent. Et au final, le lien entre l'amateur et le professionnel, en fait, c'est juste de se rendre aux mêmes événements. Et on se rend compte que c'est des gens qui sont très accessibles. Et après, c'est eux qui vont t'ouvrir des portes. En fait, c'est un gros carnet de contacts à avoir. Et à partir de là, tu peux te créer des opportunités si tu te montres de manière assez efficace et assez talentueuse, que tu montres que tu as quelque chose en plus que d'autres, du charisme, du talent pour un jeu. Et c'est comme ça, je pense que cette barrière entre l'amateur et le professionnel se crée. Le truc aussi, du coup, justement, c'est qu'au début, tout le monde faisait ça un peu du coup, par passion, où on allait, on faisait ces événements, etc. On faisait ça pour la bande de potes, pour un peu plus, pour ceux qui sont autour. Mais ça a eu un tel effet boule de neige où on en est maintenant aujourd'hui, que la demande est devenue vraiment importante, et où du coup la demande qui au début était faible, pouvait permettre une offre, un investissement en temps pour répondre à cette demande, du coup justement en offrant ce genre de service, on va dire un investissement en temps moindre, parce qu'il n'y avait pas de demande. Maintenant que la demande a grossi, etc., forcément les premiers qui étaient là ont pu prendre ces places qui sont devenus du coup un peu professionnels parce qu'il y a eu beaucoup de demandes et qu'ils avaient besoin de plus d'investissement de temps justement pour se mettre dedans, donc ils ont dû tourner ça vers un côté professionnel. Et du coup, tu as eu aussi un peu cet effet de parce que la demande a augmenté, forcément les personnes se sont installées, les personnes se sont posées. Et après, c'est exactement ce qu'a dit Rémi, quoi. C'est vraiment l'e-sport, c'est une toute petite famille, quoi. Tu te fais griller une fois par un mec qui t'est grillé à jamais par tout le monde, quoi. Ce que je veux dire, c'est que ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit ce matin aussi sur le côté, si vous voulez introduire du jeu, il faut d'abord être joueur. Ce qu'on remarque dans l'e-sport, moi j'ai une double casquette, j'ai été prof de game design aussi dans une école, donc j'ai un peu vu les stratégies des écoles concernant cette dimension e-sport. Ce qu'on remarque, c'est vraiment, c'est un milieu sur lequel, quand on n'est pas joueur, ça pardonne pas finalement. Quand on n'est pas un petit peu passionné, c'est très très difficile de rentrer sur ce secteur-là. Et ceux qui réussissent le mieux finalement, c'est ceux qui ont la double casquette, qui sont à la fois joueurs et à la fois qui ont, on va dire, pour généraliser le sens des affaires. Mais c'est finalement assez compliqué à trouver ces gens qui ont ce double profil de ils sont très gamers, ils sont très joueurs, et pour comprendre ce milieu-là, c'est obligatoire. Et à la fois savoir se démerder un petit peu dans les affaires, quoi. Alors moi je vais un tout petit peu nuancer tous les propos parce que je suis pas du tout joueur. J'ai jamais eu de console, j'ai pas la télé, je suis jamais la télé et je joue pas. Donc comme quoi c'est possible. Ta question, moi je la trouve très intéressante au niveau de la structuration et de la professionnalisation. Moi je vais prendre comme grille d'analyse le sport parce que c'est ce que je connais le mieux. Et là où je vais rejoindre ce qui a été dit avant, c'est que effectivement aujourd'hui il y a toute une base, comme dans le sport, il y a le sport professionnel, donc il y a l'e-sport professionnel qui est le plus visible médiatiquement. Mais la base de l'e-sport, elle est amateur, c'est en termes numériques, elle est là, c'est ce qui est le plus gros. Et donc aujourd'hui, l'e-sport amateur, c'est finalement ce qui fait vivre tous les événements. Quand à la GA, il y a 2000 joueurs, c'est pas 2000 joueurs professionnels, il y a quelques professionnels et la grande majorité, c'est des amateurs. La structuration finalement de l'e-sport, moi je la vois d'un bon oeil, notamment pour apporter une sécurité en termes de législation pour les joueurs, notamment là avec les décrets de loi qui viennent d'être passés. C'est qu'aujourd'hui ça peut peut-être mettre en porte-à-faux les structures parce que tout d'un coup elles vont se retrouver à devoir payer des charges sociales qu'elles n'avaient pas prévues et ça va sûrement plomber sur leur comptabilité pour les quelques années qui vont venir. Mais ce que je vois, moi je pense avant tout aux joueurs, c'est que eux tout d'un coup ils sont plus précaires, ils ont des contrats, ils cotisent pour leur retraite et que donc ils peuvent voir sur le plus long terme. Donc cette professionnalisation, pour le coup, moi je pense en tout cas qu'elle est nécessaire et je l'aperçois plutôt d'un bon oeil. Ensuite, effectivement, en ce qui concerne la formation, c'est qu'aujourd'hui, contrairement au sport, il n'existe pas de formateur de formateur. On n'a aucune structure
qui forment des entraîneurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi j'ai envie de me prétendre coach de League of Legends ou de Street Fighter, à part mon expérience personnelle vécue en tant que joueur, on le disait, on peut très bien être un très bon chercheur, un très mauvais pédagogue, et inversement, être un très bon pédagogue, mais un mauvais chercheur, en l'occurrence. Donc cette structuration, moi je pense qu'elle est nécessaire, notamment pour créer tous ces métiers qui apparaissent de plus en plus, mais pour offrir une plus-value, et notamment développer des compétences chez les personnes qui vont être amenées à travailler dans l'e-sport. Donc les écoles qui se créent aujourd'hui, qui ont cette volonté de se former les jeunes générations au métier de l'e-sport, pas à devenir des e-sportifs professionnels, mais à former des promotions aux différents métiers de l'e-sport, que ce soit le fait d'être caster, le fait d'être streamer, le fait d'être community manager, le fait d'être organisateur d'événements. Je pense que ça part d'une bonne volonté. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de projet pédagogique qui évalue le contenu des cours, qui donne les cours, quels sont les enseignants. Ça, c'est un vrai problème. Donc aujourd'hui, que ce soit eSport Academy à Nantes, que ce soit la Paris Games School à Paris, je ne sais plus comment elle s'appelle, la troisième qui est à Mulhouse, si je ne dis pas de bêtises, Mulhouse ou Strasbourg, enfin dans l'Est, elles ont du mal, mais on se rend compte qu'il y a une vraie demande. C'est-à-dire que par exemple, si je prends le cas de l'eSport Academy, et qui pourtant a subi de vrais dramas l'année dernière, ils ont eu encore 2000 demandes cette année. La Paris Games School à Paris, elle a eu près de 1500 demandes pour 30 places. Donc c'est qu'il y a une vraie demande. Mais là où je rejoins ce que tu disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grosses structures qui travaillent dans l'e-sport, si je prends le cas des organisateurs, ils vont plutôt se tourner vers des jeunes qui sortent de cursus de l'événementiel classique, voire peut-être de l'événementiel sportif, plutôt que des gens qui sortent de ces structures spécialisées e-sport, finalement, parce que il y a, en tout cas selon eux, il y a de meilleures compétences lorsqu'on sort d'une école de commerce ou d'une école de marketing ou d'une business school, plutôt que de sortir de l'eSport Academy ou de la Paris Games School. Donc il y a encore tout un travail à mener sur les années qui vont arriver pour donner une légitimité, déjà un cadre éducatif pédagogique qui soit adapté à la fois à la demande et au secteur, à ce que demande le secteur, pour offrir les compétences nécessaires et pour offrir une légitimité à cette nouvelle génération qui va sortir de ce genre de formation. Et peut-être à terme, on pourra enfin créer des formations de formateurs, et où, dans le même cas qu'on a dans le sport, où pour devenir entraîneur de basket, il faut passer des diplômes, et qu'on doit être formé à la PEDA et la LIDA, et peut-être qu'à terme on pourra avoir des entraîneurs de Street Fighter, des entraîneurs de Dota, des entraîneurs de, je sais pas moi, de StarCraft, qui auront des compétences de pédagogie didactique. Je rejoins un peu ce que tu as dit. En fait, moi je fais la liaison avec ce qui s'est passé au niveau des formations liées aux jeux vidéo aussi. Genre voilà, moi j'étais étudiant en game design en 2011, enfin en 2010, et je me suis retrouvé dans une promo, donc on était 11, et je me rends compte aujourd'hui voilà, que parmi les 11 personnes qui ont participé à cette formation, on est 3 à avoir trouvé du boulot lié aux jeux vidéo. Voilà, je suis quand même un contexte un peu différent, mais j'ai bossé en tant que 2 ans en tant que game designer indépendant aussi. Mais voilà, et du coup, en fait dans l'e-sport il y a exactement le même truc, c'est un effet de mode, comme les jeux vidéo là, du côté de 2008-2010, où il y a des grosses écoles qui sont formées, des écoles qui étaient très très bien, et il y en a d'autres qui ont décidé de surfer sur la vague et qui proposaient pas forcément des formations qualitatives, qui ont plus dit bah voilà, on va profiter de tout un peu les enfants niais qui ont envie de travailler dans un monde qui leur plaît et leur voler de l'argent. Et moi je vois un peu justement toutes ces structures comme eSport Academy, comme Paris Games School et tout ça d'un mauvais œil, parce que j'ai un peu l'impression que c'est des mangeurs de rêve en fait. Ça c'est par rapport à ce que j'ai vécu, et au final, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va justement, il n'y a pas de formateurs, donc c'est des gens en qui il faut croire, alors qu'ils n'ont pas forcément de légitimité, c'est souvent en plus des gens qui n'ont aucune légitimité dans l'e-sport, qui ont changé plein de fois de pseudo, parce qu'à chaque fois ils s'étaient grillés avec un, et du coup, voilà, on est obligé de les oublier, ils reviennent dans un nouveau contexte, et voilà, les mecs ils disent ouais j'ai un palmarès et tout ça, et au final, quand tu discutes avec tous les gens de l'e-sport, on ne connaît pas nous. Donc, quitter pour nous apprendre ce que c'est, pour leur apprendre ce que c'est que l'e-sport. Et voilà, il dit il y a 2000 personnes qui souhaitent, donc il y a une véritable demande, mais il n'y a pas d'offre en vrai, quoi. C'est, comme il a dit, tous les métiers dans l'e-sport, maintenant on veut des gens qui sont compétents dans leur domaine. Voilà. C'est la com, c'est pas parce que, il faut connaître le sujet, il faut être joueur, voilà, comme on disait. Moi c'est mon avis, il faut être un peu joueur pour connaître quand même le marché de l'e-sport. Si tu n'as aucune notion de ce que c'est que les jeux vidéo, ça va être difficile de parler à un public.
Mais dans la com, dans le business, c'est une entreprise à gérer pour la plupart du temps, donc les chiffres c'est les mêmes, c'est juste après les tenants et aboutissants de l'entretien que tu as avec ta clientèle qu'il faut gérer. Mais en fait, ça reste le même métier que dans beaucoup d'autres trucs. Voilà. Finalement, ça rappelle un peu le rôle aussi de chef de projet. Je prends cet exemple. Moi, j'ai des étudiants en management qui me disent « Monsieur, j'aimerais travailler dans le jeu vidéo plus tard. Par contre, je n'ai pas les moyens de faire une école spécialisée de jeux vidéo pour être chef de projet jeux vidéo. » Je leur dis « Vous pouvez parfaitement passer par une filière classique de management, avoir un bac plus 5 justement en management et intégrer les structures des entreprises propres aux jeux vidéo. » Ils ne pensent pas, on va dire, avec une formation générale, à rentrer ensuite dans ces entreprises de jeux vidéo. Ils pensent qu'ils doivent absolument avoir une formation jeux vidéo, être étiqueté jeux vidéo, et pas forcément. Donc ça rejoint quelque part ce discours-là de dire les personnes qui sont dans l'e-sport, finalement, elles ont cette place parce qu'elles ont un talent, parce qu'elles ont créé leur place également. Je pense que c'est le cas de toutes les stars. Elles n'ont pas suivi de formation au tout début pour être joueurs e-sportifs. Aujourd'hui, vous l'avez dit, il y en a quelques-unes, mais ça rappelle ça. Et du coup, Samuel, toi qui es justement un manager d'e-sport, même amateur, est-ce que tu le vois, ce phénomène justement? Comment tu as été manager? Tu as été propulsé d'un coup? Comment ça s'est passé? Le rôle de manager, le rôle de joueur, de capitaine, en fait, il y a vraiment beaucoup de hiérarchisation au sein des équipes sur les rôles à tenir, mais les rôles s'apprennent sur le terrain réellement. À la fois, on y apporte les compétences qu'on a pu développer dans d'autres domaines, et donc c'est là où il y a peut-être une notion de transférabilité des compétences dans le domaine de l'e-sport qui peut être intéressante à observer. Donc effectivement, on en a parlé, ceux qui viennent des filières d'événementiel, etc. Moi, par exemple, pour mon rôle de manager, j'ai d'abord été directeur de colo, de centre de vacances, et c'est peut-être ça qui a amené mes joueurs à m'élire en tant que manager. Je ne l'avais pas choisi, mais c'est eux qui, quand on est rentré dans une association, m'ont dit non mais on ne veut pas que ce soit quelqu'un d'autre, il faut que ce soit toi qui gère l'équipe. Donc voilà. Et donc on amène des compétences qu'on a de l'extérieur dans l'e-sport aujourd'hui. Il n'y a aucune formation, ce n'est pas les présidents d'équipe non plus qui vont nous former, car ils ont déjà du mal à gérer les équipes, à gérer l'humain, etc. Ils ont souvent une bonne volonté de vouloir faire avancer l'e-sport, mais n'ont peut-être pas souvent les capacités d'action, les potentialités. D'accord, merci beaucoup du coup Samuel pour ce témoignage en tant que manager. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez aborder dans cette table ronde? Ok, alors moi j'en ai quelques-unes du coup. Tu peux aussi en... Allez vas-y, je te passe l'info, c'est le but. Non, mais bon, c'est bien. Et alors pareil, c'est des questions peut-être un peu prospectives, peut-être un peu boule de cristal, mais puisqu'on est en train de parler aussi sur le côté économique, carrière, métier. Donc c'est vrai que les e-sportifs, comme les sportifs, c'est souvent des gens qui sont très jeunes et finalement ils ont leur pic de performance, je sais pas, même des fois avant 18 ans, voilà. Et du coup, alors avec le recul que vous avez, même si c'est pour lire, les reconversions de e-sportifs professionnels, comment ça se passe, voilà, qu'est-ce que ça devient après? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que forcément ils deviennent organisateurs d'événements, est-ce qu'il y en a qui vont travailler dans les entreprises de jeux vidéo? Est-ce qu'il y en a qui sont... Est-ce que l'e-sportif c'est une compétence qui est transférable dans d'autres corps de métier? Voilà. Aujourd'hui, on peut voir que le PSG a embauché Yellowstar, voilà, Borat, son prénom, Borakim, qui était donc un joueur français de League of Legends, qui était donc dans l'équipe Fnatic, qui était le capitaine. Et donc le PSG l'a embauché pour devenir manager, à aider cette reconversion justement dans l'e-sport. Mais c'est très rare encore. Il y a peut-être très peu de joueurs, j'ai pas beaucoup d'exemples, peut-être que vous en avez plus. Il y a pas mal de joueurs en fait, qui sont par exemple aux États-Unis qui sont reconvertis après comme commentateurs. On pense notamment sur League of Legends aux États-Unis à un joueur qui s'appelait Crépo qui a fait des grosses performances à l'époque en Europe, qui après est passé aux États-Unis et qui du coup maintenant est commentateur officiel sur League of Legends.
Et il y a pas mal de gens comme ça en fait, qui ont d'abord eu cette étiquette peut-être de joueur et qui après se sont reconvertis. Après, il y en a beaucoup qui souhaitent avoir un bagage professionnel quand même pour voilà, le parachute, quoi, vraiment au cas où, parce que une carrière e-sport, c'est très éphémère. C'est encore plus éphémère que dans le sport, parce que déjà, en fait, il y a autant le sport, c'est pérenne, c'est-à-dire que le foot, d'une année à l'autre, ça ne va pas disparaître. On prend par exemple StarCraft 2, la naissance de StarCraft 2, incroyable au niveau de l'e-sport, c'était 2012. 2015, c'était fini. 2015, il y avait plus, enfin, il y avait encore du StarCraft 2, mais en Corée, mais en Europe, ça n'existait déjà plus. Et je prends l'exemple de Stefano, qui lui était étudiant en médecine au moment où il avait fait justement toutes ces grosses performances, et il n'a jamais arrêté ses études, parce qu'il s'est dit, voilà, quand c'est fini, il faut que je bosse, quoi. Et je ne peux pas pouvoir vivre avec l'argent que j'ai gagné comme j'étais sportif. On ne gagne pas 15 millions d'euros qui nous permettent de vivre, d'avoir des investissements après, qui nous assurent un futur. Donc du coup, il y a vraiment ces deux optiques-là. Le joueur qui va essayer de s'investir, on pense notamment à Scholz, aussi en France, qui est passé par plein de structures, qui a été commentateur, qui a été joueur au départ, qui a été repéré en tant que joueur de League of Legends, qui ensuite est passé commentateur et qui maintenant est ambassadeur chez Orange. Il est passé chez Vitality aussi, maintenant il est chez Orange avec Kayane aussi. Kayane qui est une figure au final, qui était joueuse à la base, qui est passée youtubeuse, puis qui est passée ambassadrice Red Bull au niveau du jeu, et après qui maintenant est de nouveau chez Orange en tant qu'ambassadrice et qui fait de l'événementiel. En fait, c'est la Miss Orange e-sport, quoi. Miss Orange jeux vidéo. Et du coup, ça fonctionne au final comme ça. C'est des gens qui montrent leur figure et qui ont une certaine légitimité au niveau de l'image. Et voilà, pour ça, il y a plein de métiers en fait au niveau du jeu vidéo et de l'image qu'on en ressort. Il y a des gens qui vont être là en tant qu'affiches, qui vont permettre d'attirer du monde, et d'autres qui vont plus chercher à se retirer, ou alors qui vont vivre en off, qui seront plus dans l'organisation d'événements. Et du coup, ça dépend vraiment des personnes. Là encore, moi, je vais faire un parallèle avec le monde sportif. C'est que, alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'e-sport professionnel, c'est assez récent, et que donc on a peu de recul parce qu'il y a eu peu de cas de joueurs e-sportifs qui ont vraiment gagné leur vie de l'e-sport. Ils se comptent clairement dans le monde, c'est quelques dizaines à peine depuis que l'e-sport tel qu'on le connaît aujourd'hui, StarCraft, Boudoir et Half-Life en 98, quoi, en gros. Donc dans le monde sportif, ce qu'on remarque, c'est que les anciens sportifs, ils se reconvertissent en tant que consultants, analystes pour des émissions spécialisées sur le sport, journalistes, commentateurs. Donc là, on a exactement les mêmes processus qui apparaissent, ou alors ils deviennent entraîneurs, par exemple Zinedine Zidane avec le Real Madrid et ainsi de suite. Donc là, Sean, c'est un très bon exemple, il est devenu entraîneur chez Vitality. Voilà, donc bref, il y a encore des similitudes. Donc on a un peu de recul et il y a de grandes chances qu'il y ait des nouvelles formes de reconversion qui apparaissent vu qu'il y a de plus en plus d'e-sportifs professionnels, même si c'est encore assez marginal. En France, c'est des joueurs qui sont salariés pour jouer aux jeux vidéo de manière compétitive. Aujourd'hui, en France, ils sont à peine une cinquantaine, à peine. Donc, mais on va avoir sûrement des reconversions qui sont assez proches de celles du sport. Et pour rebondir après sur ce que tu disais en termes de compétences transférables, là, moi, je vais prendre un cas dont on n'a pas parlé ici, mais qui est un peu médiatisé là depuis 2 jours pour ceux qui suivent un peu le poker, le cas de Elki, Bertrand Grospellier, donc, qui a été la première star française de l'e-sport à l'époque en 98 et au WCG sur StarCraft, et donc qui lui s'est reconverti dans le poker. Et c'est pas anodin en fait, c'est que StarCraft, il y a pas mal d'études scientifiques là, vraiment de recherches scientifiques qui ont montré que ça développait des compétences cognitives en termes de multitasking, de planification, de decision making et ainsi de suite. Et donc pour le coup, toutes les interviews d'Elki, quand il en parle, il montre très bien à quel point son expérience de pro gamer sur StarCraft lui a été utile pour devenir un très bon joueur de poker. Et il y a 2 jours, si je ne dis pas de bêtises, il a fini 2e et il a remporté $2 millions lors d'un WSOP. Ça c'est sûr, il y a plus d'argent en poker qu'à ça. Mais voilà le genre de compétences qui sont transférables. Et encore une fois, pour rebondir avec ce qu'on disait ce matin, la conférence de ce matin, c'est que vraiment pour le coup, le jeu vidéo développe énormément de compétences, qu'elles soient physiques, cognitives ou bien sociales. Et donc, messieurs, on a parlé d'une chose qui m'interpelle, et peut-être certains ici dans la salle aussi. On parle du Paris Saint-Germain, du coup, qui s'est doté d'une équipe e-sport. On peut aussi citer la SNCF, qui se dote d'une équipe e-sport, la Team Loco.
aussi Orange, qui dispose maintenant d'une cellule e-sport. On a ce phénomène d'entreprises traditionnelles qui n'ont absolument rien à voir avec le jeu vidéo, qui rentrent dans l'e-sport, qui mettent de l'argent. On a des sponsors aussi qui sponsorisent certains événements comme McDonald's, Coca. Alors on pourrait parler de l'aspect éthique de ce sponsoring, mais qu'est-ce que vous pensez justement de ces entreprises qui rentrent sur le secteur de l'e-sport alors qu'elles n'ont rien à voir avec le jeu vidéo? Je commence. Déjà, on peut essayer d'établir une typologie de ces formes d'investissement. Tu as évoqué plein de cas différents, mais de manière générale, en termes d'investissement, que ce soit de sponsoring ou d'investissement financier en achat, en création de culture ou en achat de joueurs, et ainsi de suite, moi je vois trois grandes familles. On va dire les marques endémiques, c'est-à-dire toutes les marques qui sont liées aux jeux vidéo, donc les fabricants de hardware ou les fournisseurs, les équipementiers, les fournisseurs d'accès Internet et ainsi de suite, donc JTEC, Asus et ainsi de suite. Ça, historiquement, ils ont toujours été très présents, même à l'époque des LAN. Alors, c'était pas les mêmes budgets à l'époque, c'était pas les mêmes investissements, mais ils ont toujours été très présents. Ce qui est nouveau, c'est l'investissement de marques dites non endémiques, c'est-à-dire qui ne viennent pas du milieu du gaming. Et donc là, il y a plusieurs typologies. Tu as évoqué le cas du PSG, donc là, c'est clairement des clubs sportifs professionnels. Et la même chose dans le cas des clubs sportifs professionnels, il y a plusieurs cas. Le cas du PSG, c'est une volonté de s'inscrire dans l'e-sport, mais sur des jeux historiques de l'e-sport, à savoir pas seulement sur des jeux de simulation de football, vu que le PSG c'est avant tout un club de foot, mais aussi sur League of Legends. Donc il y a vraiment un projet de comprendre ce qu'est l'e-sport et d'investir sur les jeux qui aujourd'hui ont la plus grande visibilité. Et à côté de ça, tu vas avoir d'autres clubs professionnels de football. Donc le cas du PSG, c'est pas le seul. En Europe, tu vas avoir Schalke 04 qui de la même manière investi sur League of Legends ou le Beşiktaş Istanbul et ainsi de suite. Et puis tu as d'autres clubs professionnels qui eux n'investissent que sur des joueurs de simulation de football, sur leur jeu à eux, enfin sur la simulation du sport que le club pratique. Donc là, West Ham ou le cas de l'AS Monaco ou du FC Nantes en France, où là, clairement, à mon avis, l'objectif n'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, c'est surfer sur la vague du phénomène e-sport, c'est-à-dire qu'on le sait, c'est EA Sports qui a donné de l'argent à la Ligue 1 pour essayer de développer sa ligue de football virtuel, et donc les clubs reçoivent des dotations financières et ils ne savent pas trop comment les utiliser. L'e-sport, ils se rendent bien compte qu'il y a un intérêt, mais bon, ils ne savent pas trop comment investir, donc le plus simple c'est encore d'acheter des joueurs sur un jeu de football virtuel, mais en fait avec à mon avis, peut-être je me trompe, mais une méconnaissance encore trop grande de ce qu'est exactement l'e-sport. Et puis après, pour tout ce qui est les autres marques que tu citais, type McDonald's, Coca-Cola et ainsi de suite, Coca-Cola ça fait déjà un moment qu'ils sont là-dessus. Donc là, pour assister à beaucoup de conférences, on va dire professionnelles sur le sujet, il y a clairement un intérêt des marques à investir dans les sports pour toucher, c'est le grand truc, c'est toucher les millennials, quoi. C'est toucher les garçons de 15 à 25 ans qui ne consomment plus la publicité à la télé, une cible qui, en fait, que ces marques-là n'arrivent plus à toucher. Donc là, ils se rendent compte que aujourd'hui l'e-sport touche grandement ce genre de population et que donc c'est un moyen pour eux d'essayer de rattraper finalement cette cible qui leur échappe. Donc là, c'est avoir de la visibilité au maximum et essayer de continuer à vendre leur propre produit. Donc c'est vraiment différent, les stratégies ne sont pas du tout les mêmes. Si je reprends le cas du sport, là on parlait des clubs de football, mais la NBA va développer pour 2018 une ligue sur NBA 2K. Là c'est les franchises qui vont acheter des joueurs spécialisés sur NBA 2K, mais il y a aussi d'anciennes stars du basket américain ou du baseball américain qui investissent, cette fois-ci c'est pas directement, mais qui vont injecter des fonds dans des structures à qui appartiennent les équipes professionnelles et sportives, donc c'est encore un autre moyen. Enfin bref, il y a plein de possibilités différentes qui sont proposées par disons, le milieu qui ne fait pas partie de l'e-sport. Je pense que tu as tout dit en fait. Mais après, au niveau de la pub, c'est vrai que c'est intéressant justement toutes ces marques qui cherchent à toucher un public qui ne sont plus grâce à la télé, et ça se voit assez facilement. La façon dont ils communiquent avec la télé, par exemple, prends l'exemple de Red Bull, où c'est Red Bull donne des ailes, où Red Bull c'est vraiment la santé, ils essayent un maximum de se détacher de l'image Jägerbomb par exemple, mon mélange avec l'alcool et tout ça.
Et tandis que, justement, sur les publicités qu'on va trouver sur Internet, sur les sites comme Twitch, quand on regarde la pub, c'est beaucoup plus agressif, beaucoup plus festif, beaucoup plus punchy. Enfin, on voit qu'on ne cherche pas du tout à toucher le même public à travers ces pubs-là. Après, il a dit, voilà, c'est l'objectif de toucher. Maintenant, ils se sont rendus compte que l'e-sport, c'était rentable, enfin, c'était intéressant pour eux, pour toucher ce nouveau public. J'ai une anecdote par rapport à un copain qui était chez Millennium à une époque, qui était coach là-bas. Et du coup, ils allaient manger, par exemple, tous les jours, ils étaient en gaming house là-bas, ils allaient manger tous les jours dans les pizzerias, Domino's, Noui, tous les trucs comme ça. Et au final, un jour, il leur a dit, bah voilà, nous on a une équipe, on a une antenne, on fait genre 1000 vues quand on fait un petit stream avec des gens qui sont totalement dans votre public. Est-ce que ça vous dirait de trouver un deal, un partenariat, tout ça? Bah non, les jeux vidéo, on s'en fout, ça ne touche à rien, ça ne nous intéresse pas. Et aujourd'hui, maintenant, ils se battent pour être sponsors de toutes les équipes. Quoi. Donc, et ça, c'était il y a 2 ans. Donc ça a grandi très très vite et du coup toutes les marques se sont intéressées. Par contre, le problème c'est que maintenant, justement, les marques à la base investissaient dans des équipes. Je pense notamment encore une fois à Red Bull et avec Origin, la team qui a été créée par XP, qui était un gros joueur qui a monté sa team. Et aujourd'hui, maintenant, en LCS, donc la League of Legends professionnelle, il y a la team Red Bull qui arrive. Et du coup, si jamais les deux étaient qualifiés, enfin si les deux restaient en LCS, il y aurait conflit d'intérêt et du coup Red Bull devrait lâcher Origin en tant que sponsor. Et ça devient en fait justement ce petit problème où c'était des équipes qui se créaient, type voilà des équipes mythiques comme ARA, Millennium et tout ça, où c'était ça qui arrivait avant. Maintenant on se retrouve avec des marques qui arrivent directement en tant qu'équipe. Et du coup ça crée ces conflits d'intérêt là. Si je peux ajouter quelque chose, c'est pour le coup du côté de la conception du jeu vidéo. Ce qui est intéressant à voir dans le phénomène e-sport, dans le phénomène de jeu vidéo en général, c'est que quand on conçoit un jeu vidéo, on le fait autour d'un personnage. C'est-à-dire une représentation de la personne à qui va jouer. On lui donne un prénom et tout, on lui raconte une histoire. On a vraiment cette personne-là quand on fabrique un jeu vidéo qui est dans notre esprit, et on fait le jeu vidéo pour cette personne. Ça, c'est une méthode que emploient tous les studios Ubisoft, dont j'étais, mais d'autres, parce que juste pour Ubisoft. Et en tant qu'annonceur, en tant que publicitaire, en tant que sponsor, quand j'investis de la publicité par rapport à une équipe, par rapport à un jeu vidéo, je sais exactement qui c'est, parce que ce personnage, ça c'est aussi un aspect, ça complète le reste, c'est-à-dire ouais, on veut toucher les millénaires, etc. Ça va encore plus loin que ça. Dans la conception du jeu lui-même, on sait qui est le public précis. Moi, je voulais plus prendre le contre-pied un petit peu de cette pub, parce que finalement on dit que ça sponsorise, etc. Plutôt que quand on prend le point de vue des associations e-sport, c'est une vraie bataille pour eux d'aller chercher ces sponsors. Même si on voit qu'il y a énormément de pubs, de plus en plus de pubs, de plus en plus de sponsorisation. Mais il y a tout un travail de communication de la part des amateurs à faire vers ces sponsors, ces marques qui veulent injecter de l'argent sur l'e-sport et devenir rentable grâce à ça ou faire de la pub. Il faut montrer donc quelle visibilité on peut avoir, sur quelle échelle locale, nationale, combien de personnes. Il faut donc montrer une sorte de patte blanche de quelles sont nos activités. On développe des streams, du coup des fois on en développe pour 5 à 10 viewers, ce qui n'est rien, contrairement à Millennium ou les médias qui vont faire 2000 viewers, 5000 viewers, selon les mouvements, les compétitions. Il faut montrer l'engagement des joueurs, la structuration de l'équipe, etc. La confiance n'est pas totale en tout cas. Enfin voilà, pour prendre un petit peu un contre-pied de tout ça. Alors moi je parlais juste vous avez fait le tour du niveau pub. Ok, parce que moi j'ai parlé juste un tout petit point en fait dans ta question, tu as cité la SNCF. Et je trouve que c'est un gars qui pète un peu, qui est assez intéressant. Alors je vais peut-être dire des bêtises justement pour le coup, je compte sur vous pour potentiellement compléter. Et d'abord je vais vous poser une question d'ailleurs. Il me semble que déjà avant ce côté e-sport, on sponsorise une équipe e-sport machin, les entreprises avaient déjà des équipes de sport à elles, si je dis pas de bêtises. Ok, donc on est bien d'accord. Certaines entreprises du coup développent le sport pour 500 employés.
Moi j'ai l'impression que je retrouve un peu du coup cet effort en fait dans le côté SNCF qui est plus alors peut-être c'est peut-être alors, pas tout à fait vrai ce que je vais dire, mais une espèce de côté américanisation de la boîte, dans le sens où on met nos employés bien, on essaie de leur proposer un cadre de travail qui va leur faire plaisir pour qu'ils viennent au travail tout sourire, etc. Genre un peu sur le type Google, voilà, merci exactement, où on va à la boîte tout sourire, machin, etc. Parce qu'au final, bon, on va faire de la pub, sponsoriser une équipe pour faire de la pub pour la SNCF, je pense pas que ce soit foncièrement nécessaire pour la SNCF, parce que quand bien même ils toucheraient cette tranche d'âge, est-ce que c'est forcément cette tranche d'âge qui prendrait le train au niveau de leur billet ou quoi, enfin bref, ça je pense dans des trucs où je ne maîtrise pas forcément. Et du coup, en tout cas, ce côté un peu, j'ai l'impression que ça donne quand même une image un peu du coup jeune de l'entreprise, qui est, on s'intéresse quand même aux jeux vidéo, on sait que ça existe, on sait que nos employés sont intéressés pour le jeu vidéo. Si jamais vous êtes ce genre de personne, bah écoutez, genre vous pouvez venir travailler avec nous, vous savez que vous serez accepté ici sans aucun problème. On vous propose même en plus de ça de potentiellement faire partie de l'équipe SNCF et d'aller profiter, d'aller porter les couleurs de la boîte et d'aller profiter un peu plus loin. Peut-être même qu'à terme, du coup, on a déjà des tournois inter-meltdown, peut-être qu'un jour on verra des tournois inter-entreprises, je sais pas. Mais du coup, c'est assez intéressant comme point, je trouve, à SNCF. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on parle des entreprises et tout ça, mais au final, on se rend compte que les universités commencent à faire pareil. Il y a un tournoi, par exemple, inter-médiathèque sur League of Legends, ça s'appelle le Lambib, je crois. J'avais parlé ça avec les mecs de la médiathèque de Montpellier, à Frédérico Fellini, qui m'avaient dit qu'ils organisaient ça et que ça marchait du feu de Dieu et qu'il commence à y avoir des facs. Il y a même des tournois, par exemple, c'est Ascensi League qui fait un tournoi League of Legends. Il y a Epitech aussi qui fait ça, enfin toutes les écoles qui commencent à avoir pas mal d'antennes un peu partout en France, ils font des tournois inter-écoles sur les jeux vidéo. Alors souvent c'est des écoles d'informatique et du coup ça semble très très pertinent parce que c'est déjà le public qui marche. Mais il y a aussi du coup avec ce LOL en bib, moi ça m'a surpris qu'il y ait des bibliothèques qui fassent des tournois League of Legends. Et on pense voilà, la SNCF justement c'est le côté justement, enfin ils sont pas là pour faire des résultats, ils sont là justement pour faire de la communication et rajeunir et redonner un petit peu vie à cette image de leur boîte plutôt que justement, bah voilà, on est des vieux, on est en retard et c'est chiant. Si je continue sur mon côté provocateur que j'aime bien endosser, c'est si je porte un regard de sociologie critique du sport avec une approche un peu marxiste, c'est le sport en entreprise, on le sait, c'est une façon de détourner du patronat, d'éviter de parler de problèmes tels que les salaires, les congés payés, et ainsi de suite. Donc en offrant une pratique sportive le midi entre 13h et 14h, les salariés sont contents de pouvoir pratiquer et puis ça évite que les syndicats viennent réclamer une hausse des salaires ou plus de congés payés. Donc est-ce que pour la SNCF, est-ce que c'est la même chose? Ça je sais pas. Après, pour rebondir sur le cas des tournois qui sont organisés par les différentes universités, c'est que même au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, en France, c'est pas encore le cas, mais aux États-Unis, on voit surtout ce qu'on appelle des scholarships, donc des bourses athlétiques, qui émergent déjà maintenant depuis 4 ans. Avec la première université, c'était la Robert Morris University, mais maintenant, je crois que si je dis pas de bêtises, il y a au moins 12 universités aux États-Unis qui proposent des scholarships pour des joueurs professionnels, en tout cas pour former de futurs joueurs e-sportifs. Et donc, c'est au même titre que il y a des basketteurs qui sont pris sur leur talent de basketteur dans des cursus universitaires. Il y a des e-sportifs qui sont pris pour leur talent sur League of Legends ou sur Rocket League dans des cursus universitaires aux États-Unis. Et là, pour le coup, aux États-Unis, on le sait, le sport est très, très fort, enfin très puissant au niveau universitaire avec la NCAA, donc les tournois universitaires sportifs. Et donc, il ne serait pas étonnant d'avoir des tournois universitaires NCAA sur League of Legends, sur Dota et ainsi de suite. Ok, donc je redescends parce que j'allais faire quelque chose. Oui, une petite précision, par exemple, je repense à ça, c'est l'EPSI League, donc au niveau des facs. Ils ont une vitrine aussi qui est très intéressante au niveau du grand public et ils peuvent toucher justement tout ce public qui peut être intéressé par l'informatique parce que l'EPSI League, la finale est jouée en direct à la Paris Games Week avant la finale du championnat de France. Donc du coup, ça reste quand même assez sexy aussi comme vitrine pour un public qui peut être atteint assez facilement. Moralité, l'université de Montpellier devrait avoir aussi une équipe e-sport pour ensuite pouvoir affronter d'autres universités en France, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à ce stade?
sinon j'en ai une qui va peut-être reboucler sur le premier sujet, la réalité virtuelle. Qu'est-ce que vous pensez de ce thème-là? On voit des plateformes d'immersion comme la plateforme Omni où on peut être immergé dans des environnements. Est-ce que vous pensez que via ces plateformes, via les casques de réalité virtuelle et de tout le dispositif qui est autour, on puisse faire des compétitions e-sport, notamment sur Counter-Strike ou autres jeux FPS ou même peut-être un jour des jeux de stratégie? Quelle est votre vision sur ce mix, sur ces perspectives entre réalité virtuelle, monde immersif et justement e-sport? Je balance. Je pense que ça ne va pas être partagé par tout le monde, mais alors je me lance. De manière générale, les jeux qui sont considérés comme e-sport n'ont pas toujours été. C'est-à-dire que l'éditeur, il a beau vouloir créer un jeu e-sport, ça ne va pas assurer son succès, sa réussite auprès des communautés. Historiquement, les jeux qui ont été des vraies révolutions en termes de jeux e-sport, c'est les communautés qui ont décidé que ça serait des bons jeux e-sport. Que ça soit Dota qui est un mode qui a été détourné de Warcraft, que ça soit Counter-Strike qui est un mode détourné d'Half-Life, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment la communauté qui va décider. Et par exemple, il y a encore 10 ans, je pense que, enfin même pas, il y a 5 ans, je pense qu'on demandait aux e-sportifs est-ce que FIFA c'est un jeu e-sport, je pense que la grande majorité aurait dit non, c'est pas un jeu e-sport. Aujourd'hui, le fait est que FIFA, je pense que si on repose la même question, la communauté considère que oui, c'est un jeu e-sport. Il y a un grand débat en ce moment sur Just Dance par exemple, est-ce que Just Dance c'est un jeu e-sport ou pas? D'accord. Donc on voit bien que c'est totalement évolutif. L'e-sport, c'est un phénomène qui est en constante mutation, ça a été plusieurs fois répété. Donc ce qui était des jeux e-sport à un moment T, le seront peut-être plus à un moment T plus 1, et ceux qui n'étaient pas au moment T le seront peut-être à un moment T plus 1. Donc en ce qui concerne l'apport des nouvelles technologies, quand je parle de nouvelles technologies, je pense à la VR et à la réalité augmentée par exemple, on peut très bien imaginer à terme qu'il y ait des jeux e-sportifs en VR qui apparaissent sur le secteur e-sportif. Il y a des jeux qui sont en train d'être développés en ce moment dans des univers, avec en plus des expériences vidéoludiques qui sont vraiment assez innovantes, c'est-à-dire qui n'essaient pas de copier un FPS ou un RTS et ainsi de suite, qui proposent quelque chose d'assez nouveau, comme dans des univers un peu à la Tron, des jeux de frisbee où les deux individus s'affrontent un peu à la manière d'un tennis virtuel, mais où on s'envoie un frisbee plutôt, et donc il y a des possibilités, et ça serait pas étonnant. Mais ça risque de ne pas être pour tout de suite. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je pense que certains pourront le confirmer ici, mais c'est que la VR, c'est compliqué en termes économiques notamment. Mais par contre, le premier pas qui va être fait, et ça c'est évident, c'est l'apparition de la VR et de la réalité augmentée pour l'expérience du spectateur d'e-sport. C'est-à-dire que l'ESL l'année prochaine va clairement transmettre diffuser des compétitions e-sportives en VR. Là, je pense à l'opération spéciale qui a été faite par Domingo il y a une semaine ou deux, c'était à Lille, il y a une semaine à Lille, où il y avait de la réalité augmentée, donc c'était sur League of Legends, et à chaque fois que les joueurs choisissaient un champion, le champion s'affichait en réalité augmentée sur scène. Donc on voit que ces nouvelles technologies, déjà dans l'expérience spectateur, elles sont en train d'apparaître. Après, moi je pense par exemple que, et ça c'est mon point de vue, je conclurai là-dessus, c'est l'apparition des jeux e-sport en VR, elle n'a pas à terme pour objectif de remplacer les jeux e-sport historiques, mais juste elle va offrir de nouvelles expériences de jeux e-sport. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va avoir des jeux e-sport en VR peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans que Counter-Strike disparaîtra ou que League of Legends disparaîtra, ou en tout cas que l'e-sport tel qu'on le connaît aujourd'hui disparaîtra. C'est juste, ça viendra s'ajouter, et il y aura toujours du Street Fighter, il y aura toujours du Smash Bros, il y aura toujours en tout cas, tant que la communauté sera susceptible d'englober. Voilà pour mon avis. Je suis assez d'accord sur le fait que ça n'arrivera pas tout de suite, parce qu'en fait, le nombre de casques VR qui est distribué dans le monde, sachant qu'il y a plein de différents casques en plus, c'est pas à compter sur les doigts d'une main, mais pas loin, donc il n'y en a vraiment pas beaucoup, et que c'est vraiment pas une technologie qui à l'heure actuelle est accessible, et qui n'est pas rentable pour les développeurs en plus à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a justement pas assez, je pense notamment aux écoles pour le cinéma IMAX, les gens qui tournent uniquement des films en IMAX, ils ne peuvent pas, parce qu'il y a 14 salles IMAX 3D qui sont dans le monde, quasiment, donc va tourner un film pour 14 salles, c'est compliqué. Du coup, c'est quelque chose qui arrivera peut-être dans le futur, parce qu'à l'heure actuelle, voilà, justement, ça coûte trop cher la VR, et ce qu'on se rend compte, c'est que les jeux e-sport aussi émergents, pour que justement la communauté puisse avoir une émergence au niveau de ces jeux-là, c'est qu'il faut que ça soit accessible financièrement aussi.
On pense à des jeux comme League of Legends, c'est gratuit. On pense à Counter-Strike, ça coûte 20 balles. Overwatch, pareil, c'est 30 balles, un truc comme ça. C'est peut-être les jeux même Overwatch, c'est le jeu le plus cher à l'heure actuelle. Rocket League, ça coûte 20 balles. Hearthstone, c'est gratuit. Du coup, en fait, c'est super accessible pour les gens d'arriver, de tester ce jeu et de se dire ouais, c'est compétitif. Sachant qu'en plus, même si il n'y a pas forcément une volonté, par exemple, Blizzard le dit à chaque fois, StarCraft c'est un accident. C'était pas du tout pensé pour faire de l'e-sport. Ils ont fait StarCraft 2 en repensant exactement la même chose, les RTS et tout ça. Il y en a plein des RTS qui arrivent et qui essayent de faire de l'e-sport et tout ça avec des coups d'OPSP. Il y a des jeux qui arrivent à faire une naissance hors communautaire. Je pense notamment à Clash Royale, alors que là, justement, c'est Supercell, ils arrivent à mettre des sommes et des sommes en cash prize. Et le jeu est pensé et designé pour que ça soit e-sport, parce qu'il faut quand même un design qui mette en scène deux joueurs qui s'affrontent, où les conditions, on va dire, en ligne pour jouer sont assez agréables. Je pense notamment au niveau de la scène du versus fighting, il y a des jeux, ils arrivent, je pense, par exemple, Mortal Kombat, en soi, ça aurait presque autant de légitimité que Street Fighter ou qu'un Tekken sur la scène sportive. Pourquoi ça l'est moins? Parce que le mode online, il est à chier, littéralement. C'est un jeu où c'est beaucoup sur des données mathématiques, il faut compter les frames, et c'est du coup des réflexes à 0,16 secondes. C'est impossible de jouer avec un netcode qui décale tout de 1 ou 2 secondes, c'est impossible. Et du coup, il faut aussi ce côté-là. Et en plus de ça, il y a un théorème qui est très intéressant sur justement la viabilité des jeux compétitifs, c'est le théorème de Nash, qui parle de la martingale. Et la martingale, c'est donc il existe dans tout jeu une solution optimum pour gagner un maximum de fois. Et il faut prendre en considération cette théorie-là quand on fait un jeu e-sport. C'est pas possible. Si le jeu est déséquilibré et qu'on se rend très vite compte qu'il y a une stratégie optimale, ça se casse la gueule. Et StarCraft fait très bien ça. Pour le coup, même si on n'est pas toujours d'accord avec un équilibrage et tout ça, le principe c'est juste de dire voilà, il y a un environnement de jeu, on a conscience qu'il y a une stratégie optimale qui va sortir de cet environnement-là. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, changer 2-3 valeurs, ça va modifier la force et les faiblesses de pas mal d'unités, et du coup, à partir de là, les joueurs vont devoir trouver des nouvelles stratégies. Et justement, sur le développement StarCraft 2, ce qui est assez marrant, c'est que pour leur équilibrage, Blizzard a fait s'affronter des IA, mais un nombre incalculable de fois, et la stratégie qui est assez connue de StarCraft 2, le Six-Pool, a été inventée par un bot. Du coup, ils ont trouvé ça, ils ont dit oh, c'est dangereux ce truc. Et du coup, ils ont dû nerfer le Six-Pool qui était beaucoup trop fort à la base avant la sortie du jeu. Tout ça, c'est à lire sur les post-mortem de beaucoup de jeux e-sport sur Gamasutra, si vous avez le temps, c'est vraiment très intéressant. Bon, là même, je suis complètement d'accord avec les deux précédents. J'ai juste un peu le lien en plus avec la présentation de ce matin, la présentation d'Adrien aussi d'avant la table ronde. Parce que non seulement Anthony a bien montré que les joueurs compétitifs, le graphisme, c'est vraiment pas important. Et je pense que certes la réalité virtuelle n'est pas du graphisme, mais ça reste du gadget d'immersion pour se mettre dedans. Et ce que montrait tout à l'heure Adrien, qui était justement un jeu avec énormément d'HUD, qui peut paraître un peu lourd au premier abord, et finalement reste super immersif. Et je pense pas que les joueurs de toute façon actuellement sont à la recherche d'immersion supplémentaire. Ils sont déjà suffisamment dedans à devoir se concentrer sur leur jeu, à devoir se concentrer sur leur adversaire, sur ce qu'ils doivent faire, sur toutes les informations que leur adversaire leur envoie, toutes les informations qu'ils doivent recevoir, traiter et agir avec. Si en effet la VR, si potentiellement des jeux d'e-sport de VR vont voir le jour, ça j'y crois clairement, en effet ce sera pas pour tout de suite, en effet ça sera la communauté qui dira ouais, ça c'est ma gamme, ça je le sens, de faire en compète sur scène, mais ça sera peut-être pas la VR uniquement, ça sera peut-être la VR avec peut-être également ce que disait Adrien qui était la notion de l'évolution du jeu vidéo, le game design qui était très tourné avec les nouvelles technologies qui suivaient. Peut-être qu'il y aura des nouvelles technologies, des trucs particuliers qui vont amener et tourner la compétition dans un sens. Je veux dire, le FPS, c'est devenu une compétition aussi énorme parce que y a la souris qui est apparue. C'est devenu ergonomique pour le joueur de pouvoir jouer au niveau de la souris pour faire un FPS et de pouvoir jouer avec, pareil, je suppose, du coup, pour les RTS. Du moment qu'on a peut-être une nouvelle technologie qui va apparaître, qui va peut-être merveilleusement bien se combiner avec la VR et du coup pouvoir apporter des mécaniques d'affrontement qu'on va pouvoir réaliser avec un joueur, à ce moment-là, ouais, peut-être il y aura un truc émergent qui va sortir, un nouveau genre qui va naître pour créer la compétition entre deux joueurs, et à ce moment-là, ouais, carrément, il y aura très certainement de la compétition avec l'e-sport sur ce support. Mais aujourd'hui, en tout cas, clairement, c'est clairement pas nécessaire, et comme ce qu'ils ont dit, ça n'arrivera pas tout de suite, ça devait arriver.
Ouais, je crois qu'il y a une problématique autour de l'e-sport qui est importante quand on crée un jeu. C'est est-ce que c'est montrable? Tout simplement, c'est-à-dire que StarCraft ça marche parce que si on prend l'écran de StarCraft, il y a deux armées qui s'affrontent, c'est ultra lisible en fait. Même pour quelqu'un qui n'a jamais joué. Si on prend du League of Legends, c'est un peu moins lisible, mais on comprend quand même globalement ce qui se passe à l'écran en une image. La VR, elle a ce problème, pour l'instant qui n'est pas résolu, qui est qu'est-ce qu'on voit? On voit un mec avec un casque d'un côté, un truc avec des lentilles de l'autre. C'est compliqué à filmer et à mettre en scène. Est-ce que la VR apporte quelque chose de plus? Vous en avez parlé là, mais je l'aborde aussi dans la présentation. C'est juste un emballage de plus. Alors il est sexy, il est cool parce qu'on met le casque, on est directement dans la réalité virtuelle, on est directement dans le monde du jeu. Mais bon, après ça reste ce qu'on fait concrètement dans le jeu. Finalement, c'est pas l'outil qui va nous le dire, c'est le jeu lui-même. Sans doute que la VR arrivera dans l'e-sport, peut-être pas là où on l'attend. Les pistes autour du spectateur sont pour moi les plus pertinentes. Avec cette idée que finalement l'e-sport il est intéressant aussi dans la manière dont on le montre aux spectateurs. C'est pas que quelque chose qui se joue par les joueurs, c'est aussi le développement des acteurs de l'e-sport en termes de jeux vidéo se fait dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire qu'ils mettent en place une architecture logicielle, une programmation, etc., qui permet le streaming, qui permet la diffusion, qui permet le commentaire, qui permet de bouger l'interface pour pouvoir mieux la streamer, etc. Et à ce moment-là, la VR, elle commence à être pertinente, parce que si je peux aller au-dessus de la map de StarCraft, regarder les tanks s'affronter en VR, ouais, c'est cool. Pareil, si je peux me promener dans la forêt de LoL, en voyant les mecs se foutre sur la gueule, ouais, peut-être que ça a un vrai intérêt. Après, pour les joueurs eux-mêmes, pour l'instant, je suis sceptique, mais peut-être que, comme vous disiez, il y a un jeu qui va émerger et qui sera pertinent dans ce monde-là. Je suis assez d'accord avec Adrien au niveau des spectateurs, de la lisibilité du match, e-sport. Et donc, on peut voir les modes spectateurs qui arrivent déjà, sur Hearthstone et même sur StarCraft. Si on prend sur StarCraft un match et qu'on va regarder que l'écran d'un seul joueur, ça va être illisible. Allez sur le stream de Stéphano ou de n'importe qui, vous allez devenir épileptique avec toutes les images qui bougent d'un instant à l'autre. Vraiment, moi, j'ai pas réussi à tenir plus de 2 minutes. J'ai rien compris, même si c'est que deux armées qui se confrontent. Et justement, le mode de spectateur permet ça. Et effectivement, peut-être une immersion par la VR sur le champ de bataille, ça pourrait être très intéressant. Mais je voulais revenir sinon sur un point que Nicolas avait soulevé au début, la communauté qui décide. Alors c'est vrai que on peut le voir aussi donc sur CS, sur Smash également, Nintendo qui ne veut pas que Smash Bros soit un jeu e-sport, etc. Et pourtant, les veaux, ils ont voté. Voilà. Mais par ailleurs, je voudrais peut-être prendre un contre-exemple, Hearthstone, qui a été critiqué par énormément de personnes de l'e-sport qui dit il y a trop d'aléatoires, ça peut pas être de l'e-sport, c'est qu'un jeu de cartes, etc. Il n'y a pas d'engagement, moins en tout cas. Mais finalement, Blizzard a réussi ce coup de créer les circuits de tournoi, créer une base de public fort. Comment est-ce qu'il a réussi? Peut-être par le gameplay, par le game design, par le spectacle qu'il met en scène, et justement par ses modes de spectateurs, etc. C'est-à-dire que Hearthstone, c'est très accessible pour n'importe qui. On va pouvoir y jouer, ça se trouve là, François il est en train de jouer à Hearthstone, et on ne le sait pas, mais sur son portable. Et on peut faire une partie en 5 minutes, on n'est pas obligé de s'y engager pendant des heures. Et du coup, on va pouvoir toucher un public très large. Et donc, par ce gameplay très accessible, on va faire jouer énormément de personnes, qui va amener du monde, qui va pouvoir s'intéresser aux compétitions, aux événements qu'on va mettre en place, etc. Et on a vu que dès le début, même avant la sortie officielle de Hearthstone, en phase de bêta, Blizzard avait déjà lancé des tournois à la BlizzCon avec les anciens joueurs de StarCraft d'ailleurs, etc., qui se battaient déjà sur Hearthstone et qui sont devenus derrière
commentateur, comme on parlait de transfert. Ça donne envie de rebondir. Forcément. Non, mais Hearthstone, c'est un cas assez intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le succès d'Hearthstone aussi, est-ce qu'il n'est pas lié au fait que ça soit l'un des premiers jeux qui ait été mis sur mobile? Tu vois, ça explique quand même pas mal de choses aussi. Encore une fois, même Blizzard, ils ont beau vouloir créer un jeu e-sport. On prend le cas d'Overwatch. Aujourd'hui, Overwatch, ça ne fonctionne pas et pourtant l'éditeur fait en sorte, tu vois, de créer alors on revient au mode observateur effectivement. Disons que le succès d'un jeu e-sport il est lié à plein de paramètres, mais notamment la structuration d'un circuit compétitif, les dotations financières sur les compétitions, des figures, pour reprendre toute ta présentation sur la figure d'un commentateur, mais même de joueurs professionnels qui s'investissent et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, et je n'apprends rien, c'est que en France, la scène Hearthstone, elle est surtout portée par l'Arma Team, elle n'est pas portée par Blizzard. Tu vois, c'est-à-dire Blizzard dit à l'Arma Team, ok, faites ce que vous voulez avec notre jeu, mais c'est que c'est pas tant Blizzard, c'est parce que l'Arma Team, elle a les Wellis, qui est une figure justement qui a une communauté extrêmement forte, qui a une vraie légitimité au sein de l'e-sport, et donc c'est parce que la communauté est d'accord, enfin en tout cas accepte le jeu et décide de vouloir s'affronter de manière compétitive sur ce jeu que ça fonctionne. Et dernier point encore pour reprendre Hearthstone, c'est que Hearthstone reprend un univers qui est celui de World of Warcraft, qui a fait des fans à travers le monde sur plusieurs années, et disons qu'il y a tout un background qui fait que le succès, en tout cas, moi c'est encore mon avis, mais je pense qu'il n'est pas forcément lié à Blizzard, en tout cas. En réalité, je suis d'accord avec toi, c'était pour essayer de... Alors, moi, j'aimerais juste préciser un petit truc, parce que alors, du coup, non, je n'étais pas en train de jouer à Hearthstone, mais j'ai vérifié juste rapidement la définition du sport, en fait. Bon, juste première source que je tombe, hein. Le sport est un ensemble d'exercices physiques ou mentaux se pratiquant sous forme de jeu individuel ou collectif. Je m'arrête juste là sur cette phrase. Mais genre, entendre l'argument qui est ouais, c'est pas e-sport, machin, etc., c'est honnêtement un des arguments qui, je pense, mérite le plus. Ça m'insupporte au possible. Parce que du moment que le jeu propose une compétition, un affrontement entre un ou deux joueurs ou une team ou n'importe quoi, du moins qu'il y a un affrontement, en fait, il y a un espèce de système de compétition. Et vraiment, la notion de e-sport ou non, c'est ce que disait du coup Antoine Tellers. Oui, Nico, pardon, c'était plus basé sur la notion en effet, de succès, ce qui était supporté par sa communauté. Mais juger si une discipline est e-sport ou non, en fait, de toute façon, du moment que ça reprend des caractéristiques physico-mentales, justement dans un but d'affrontement potentiel, du coup, en tout cas dans ce cadre-ci, ben si, ça reste de l'e-sport, quoi qu'on en dise, comment on l'argumente. Il y a une question? Oui. Ouais, il y a une pratique là, à laquelle je pense, je me demandais comment ça se fait que le speedrunning n'est pas considéré, enfin, je crois qu'il n'est pas considéré comme du e-sport, et je me savoir pourquoi, si vous avez des indices là-dessus. Parce que il y a de la compétition, il y a des commentateurs, il y a des rencontres autour de ça. Alors, ce qui est très très drôle, c'est qu'il y a Rimyov qui a été interrogé à ce sujet justement il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus quel site, et il a répondu exactement ce que je pensais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait d'affrontement direct sur un jeu donné. Il n'y a pas des règles en fait qui sont fixées, il y a des règles qui sont fixées pour une performance personnelle, et du coup en fait il n'y a pas, c'est des records du monde, on va dire, c'est comme si par exemple je pense à l'athlétisme, on a tous les gros sportifs au niveau de la course aux 100 mètres, chacun a son record personnel en entraînement, chacun a son record personnel sur un gros événement, notamment je pense peut-être au Studfest, je pense à l'HDQ, ce genre de choses où le speedrun est très mis en avant, mais il n'y a pas un moment où deux joueurs se sont affrontés sur quelque chose de donné, c'est arrivé, mais pas... Il y a des races. C'est très rare. C'est rare. C'est super rare. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça que c'est pas considéré comme e-sport à l'heure actuelle. Et je pense qu'en plus, d'un autre côté, il n'y a pas d'effort de la part des éditeurs. Là où généralement les financements viennent souvent des éditeurs pour financer des cash prizes avec des sponsors, le speedrun, ça reste encore une dimension assez off où on contrecarre un petit peu, où on modifie les règles pour jouer à un jeu. Et les éditeurs, ils ont pas mal de matchs. Et le mal avec ça. Et c'est pour ça que je suis content justement qu'il y ait des jeux qui prennent pleine possession de ces problématiques-là et qui se développent avec justement que le speedrun se pense avec les développeurs,
On a un exemple montpelliérain avec Splasher, on a d'autres exemples qui sont sortis il y a plus longtemps, notamment Volgar the Viking, qui a été pensé comme un jeu à speedrunner. Il y a des mecs qui sont intervenus pour le speedrun et tout ça, et du coup il y a des glitches, il y en a quelques-uns, mais au final c'est vraiment la pratique pure et très précise du jeu qui rend le jeu speedrun en fait. Alors moi je suis d'accord aussi avec cette problématique, je me la suis aussi beaucoup posée. Mais je pense aussi parce que justement le domaine de l'e-sport c'est un domaine qui est encore très jeune, un peu comme ce que faisait la présentation d'Eric tout à l'heure avec le fait de e-sport, ça se cherche encore un peu, mais je pense que juste le terme e-sport se cherche encore un peu en fait, et qu'il fallait très vite définir tout ce qui était compétition, etc. Parce qu'il y avait de l'argent qui circulait, il y avait la notion de cash prize, la notion de sponsor, la notion de team, etc. Et du coup il fallait très vite régulariser tout ça, je pense pas le plus vite possible, mais c'est pour ça que ça a été les premiers à se faire régulariser comme ça. Mais sinon, moi je suis entièrement d'accord avec toi, c'est la performance sur un jeu qui est quand même poussée à l'extrême, qui mérite largement, je pense, la notion de lettre d'or, si on peut l'appeler comme ça, e-sport. Parce que clairement, c'est de la performance, les mecs sont là, ils se rassemblent. En effet, il y a des races qui sont incroyables. C'est une course contre la montre, c'est une course contre la montre, certes, chacun de son côté, mais ça reste quand même en effet il y a de la performance, il y a de la chose, donc je suis d'accord avec toi, je pense carrément que la communauté speedrun et le speedrunning devraient avoir la lettre d'or e-sport. Après, on a sûrement, je pense, dans tout ce qui est le côté jeu vidéo, je pense des compétences qui sont un peu manquantes encore, justement en termes managériels ou quoi, ou autres, qui sont en effet qui sont plus tournés certainement là où il y avait de l'argent avec ce qui était plutôt le côté compétitif, qui est un peu moins le cas du coup du côté speedrun. Là j'ai du cul frère-entière, mais c'est plus de la donation, plus que véritablement, là c'est du caritatif, plus que véritablement de l'argent c'est pas de l'argent qui tourne quoi. Donc forcément les compétences ne vont pas forcément aller là-dedans pour essayer de faire ressortir et donner le mérite que ce que le speedrun pourrait mériter justement. J'ai juste un argument très rapide aussi par rapport au speedrun, c'est que je pense d'un côté viewer aussi pour essayer de toucher un plus grand nombre que ce que ça fait déjà. C'est intéressant quand on s'y connaît au speedrun, surtout quand les gens font du TAS ou quoi, mais autant il y a des runs qui sont assez spectaculaires, je pense encore notamment du Mario 64, des trucs qui sont assez Mario ou Ocarina of Time qui est assez chouette à regarder aussi. D'un autre côté il y a Sonic, et Sonic, le mec fait un automne, il fait un niveau en dehors du décor, il arrive à la fin, super, le mec a fait un glitch, et c'est le seul truc de la run qui détermine en fait si un ou l'autre va gagner, quoi. Donc c'est pas non plus très spectaculaire, mais c'est vrai que ça ruine un petit peu le côté spectaculaire. T'es content quand il y arrive sur une race comme ça pendant une AGVQ, mais en affrontement ça a moins de sens. La première fois que j'ai vu du speedrun, c'était Mario Bros sur NES, et c'était deux joueurs l'un à côté de l'autre qui essayaient d'aller le plus rapidement. Et là je me suis dit, c'est peut-être du sport. Finalement il n'y a pas une confrontation directe. On parlait de confrontation directe. Comme deux jeux de personnes qui courent l'un à côté de l'autre, qui ne s'affrontent pas directement, il faut aller plus loin. Voilà. Et du coup, parce que j'allais prendre l'exemple du tir à l'arc, où on n'est pas avec nos arcs et on ne se confronte pas directement non plus, et pourtant c'est des sports. Donc voilà, effectivement, ça c'était un indice qui pour moi pourrait dire on a peut-être une dynamique sportive de confrontation quand même. Mais je prendrais peut-être une autre dynamique, peut-être la dynamique sociale. Le speedrun, c'est une base d'individus, de joueurs qui s'engagent vraiment sur les forums, c'est de l'entraide, c'est peut-être moins de la confrontation que la recherche de la performance la plus pure, je ne sais pas trop comment le dire, mais en tout cas viser, aller le plus loin possible et s'entraider tous ensemble autour de ce but, en tout cas. Et peut-être que ça va aussi contre l'esprit sportif de confrontation, ou en tout cas de qui va être le meilleur. J'ai l'impression que c'est un milieu aussi un peu plus underground qui cherche moins la lumière aussi. Je vais reprendre mon costume de sociologue. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Samuel. En fait, je pense que c'est déjà une culture. C'est que la culture du speedrun, c'est une culture d'entraide, pas très éloignée de la culture du hacking, notamment quand je pense au TAS assisté, où c'est très mal vu de ne pas partager ces tips, entre guillemets, quoi, dès que tu trouves un glitch ou un bug que tu peux exploiter, il faut le partager. Donc déjà, il y a une vraie culture de l'entraide. Et ensuite,
là, dernièrement, je suis allé faire une conférence en Suisse, à Genève. Donc déjà, le canton de Genève a reconnu l'e-sport comme étant un sport par le ministère des Sports, mais seulement dans le canton de Genève, donc pas toute la Suisse. Et je vous dis ça, en fait, c'est parce que le fait que l'e-sport soit ou non un sport, c'est en fait tout ça pour vous dire que c'est extrêmement culturel. C'est-à-dire qu'en Corée du Sud, l'e-sport c'est un sport parce qu'il est reconnu par le ministère des Sports. En France, l'e-sport c'est pas un sport parce qu'il n'est pas reconnu par le ministère des Sports. Et en Suisse, ils m'ont dit que eux, ils étaient très étonnés que le speedrun, nous en France, on ne le reconnaisse pas comme de l'e-sport, parce que pour eux, le speedrun c'est de l'e-sport en fait. Donc en fait, est-ce que le speedrun c'est de l'e-sport? C'est encore une fois hautement culturel. C'est-à-dire que selon les pays, le speedrun ça va être de l'e-sport, et puis dans d'autres pays comme en France, ça va plutôt être des pratiques assez différentes qui vont se côtoyer, mais sans jamais forcément échanger entre elles. Donc voilà. Si je peux revenir sur l'e-sport et pas que le speedrun du coup, par exemple en Suède, l'e-sport est vu comme une performance, comme de l'art, une culture. C'est pris en charge par le ministère de la Culture, c'est le Willis qui nous le disait dans un entretien. Aujourd'hui, l'e-sport en France. Aujourd'hui, l'e-sport en France étant reconnu d'un point de vue par les institutions publiques, par le ministère des Finances et de l'Économie, aujourd'hui on peut considérer, en tout cas c'est mon point de vue, c'est que pour les autorités publiques, l'e-sport c'est une industrie avant tout. C'est-à-dire que c'est une industrie qui génère de l'argent, et donc c'est pour ça que c'est le ministère des Finances qui le prend en charge. En Corée du Sud, c'est le ministère des Sports. Alors pour eux c'est plus facile en Corée du Sud parce que le ministère des Sports c'est également celui de la culture. Le jeu vidéo, qui est aussi un bien culturel, c'est plus facile. Mais finalement, la reconnaissance de l'e-sport en tant que pratique sportive, elle dépend clairement de l'institution étatique qui va la reconnaître. Donc voilà, c'est pour moi fortement institutionnel et donc hautement culturel. Merci messieurs, je pense qu'on va peut-être mettre un terme à cette table ronde sur la réalité virtuelle et le sport électronique. On peut remercier l'ensemble des participants.